Nous allons commencer donc la description de la chaîne de valeur de la connaissance dont je vous ai donné une idée intuitive à travers l'image, on va dire populaire, de la chaîne DIKW, Data, Information, Knowledge and Wisdom. Mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails et essayer d'être un peu précis dans nos définitions et voir comment finalement cette chaîne de valeur peut être auditée ou peut être analysée à l'intérieur de l'entreprise. Alors, la première chose, bien sûr, c'est ce qu'on a appelé les données. Alors, bon, vous verrez de temps en temps des choses, des signaux, des données, du signal ou des choses comme ça. Nous, on va parler de données. Et qu'est-ce que c'est que les données ? Eh bien, c'est la perception de la réalité. En fait, il y a la réalité, et cette réalité ne nous est pas directement atteignable, elle ne le sera jamais, tant qu'on aura un corps et une perception, la réalité ne sera jamais directement atteignable telle qu'elle, elle nous sera atteignable à travers la perception. Et qu'est-ce qu'on perçoit ? Eh bien, on va percevoir donc ce qu'on appelle des données. Donc, la définition du terme données, c'est le résultat d'un processus de perception de la réalité. Donc il y a la réalité, on l'aperçoit et on a des capteurs. On l'aperçoit à travers un certain nombre de capteurs. Alors les capteurs naturels, c'est la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, etc., etc. Mais bien sûr, un grand nombre de capteurs sont des capteurs artificiels, des capteurs de pression, des capteurs de température, enfin tout. Vous connaissez tous les capteurs. Notre environnement est truffé de capteurs artificiels qui nous ramènent un certain nombre de données. Donc c'est une perception de la réalité à travers nos capteurs naturels d'êtres humains, ou bien à travers des capteurs artificiels qui sont disséminés tout autour de nous, dans notre environnement. Donc on va appeler ça donc des faits bruts, et ces faits bruts eh bien, sont non interprétés, c'est-à-dire que c'est simplement, on se contente de les recevoir, il n'y a pas d'interprétation. Alors ça pose déjà un certain nombre de problèmes. Parce que transformer la réalité en données, ça c'est la première chaîne de transformation, c'est transformer la réalité en données, et on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas percevoir, on ne peut pas atteindre la réalité autrement qu'en la transformant en données. Donc c'est acquérir des signaux, l'acquisition de signes. Alors, signes, c'est le terme un petit peu sciences humaines, signaux, c'est le terme un petit peu sciences de l'ingénierie, grâce à un processus d'observation. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de capteurs qui vont nous permettre de recevoir, enfin qui vont absorber des signes, qui vont voir des signes ou des signaux. Et la posture, c'est une posture non interprétative, donc ce qu'on appelle une posture d'observation. Donc la première transformation dans la chaîne de valeur, c'est comment transforme-t-on la réalité en données, c'est-à-dire quel capteur j'utilise, quel processus, et est-ce que je suis bien dans une posture d'observation. Donc la gestion de données, c'est essayer de contrôler tout ça. Parce que des données, bien sûr, surtout à l'époque actuelle de ce qu'on appelle le big data, des données, on en a à foison, encore beaucoup plus que de l'information ou de la connaissance. Et donc ce big data, cet ensemble de données, il va falloir le gérer. Donc il va falloir contrôler cette acquisition de données. Donc vous voyez, c'est vraiment très très important parce que ce qu'on va obtenir en termes de données va déterminer tout le reste de la chaîne. Protéger et mettre à disposition ces données dans l'organisation. Donc c'est toute la problématique, le début de la problématique, notamment actuellement du big data. On a énormément de capteurs dans le monde entier, dans l'environnement, et qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça ? Alors, sa fonction de gestion de données, c'est d'arriver à stocker ces données. Donc c'est un problème
une fonction de mémorisation. Et donc, à l'intérieur de l'organisation, donc ce qu'on appelle la mémoire organisationnelle, c'est-à-dire la gestion des données va assurer l'existence, déjà, hein, et puis surtout la qualité des données, donc l'existence et la qualité de la mémoire organisationnelle. Et ce n'est pas une mince affaire. Tous ceux qui font de la gestion de données pourront vous le dire. Alors, on commence notre chaîne de valeur et on va la traduire sous trois formes, enfin sous trois éléments, c'est-à-dire quelle forme va prendre l'élément sur lequel on va réfléchir, dans quel processus elle se situe, et dans quelle posture on est lorsque on va gérer cet élément. Donc pour les données, on vient de le dire, hein, la forme, c'est des signes ou des signaux qui nous sont donc donnés par des capteurs, qui sont acquis par des capteurs, donc qui peuvent être des capteurs humains ou très généralement des capteurs artificiels, au sens de capteurs en physique, hein. Le processus, c'est un processus de perception. Il n'y en a pas d'autre. Hein, il n'y a pas de processus d'interprétation ou de conceptualisation ou de sémantisation. C'est vraiment, on ne fait que percevoir. Et on est dans une posture d'observation, ce qui demande une certaine rigueur dans la gestion des données. On n'intervient pas sur les données. Alors, transformer la réalité en données, c'est toute une théorie, c'est toute une pratique qu'on appelle le traitement du signal en ingénierie, par exemple. Hein, c'est les problématiques d'acquisition de données. Donc, quelles données je vais acquérir, comment je vais les acquérir, quels capteurs, même si c'est des capteurs naturels, sont-ils fiables, hein, est-ce que je vois bien ce que je vois, est-ce que j'entends bien ce que j'entends. Ensuite, va y avoir un pré-traitement de données pour pouvoir ensuite les traiter. Donc toute cette chaîne de traitement de données, c'est une chaîne très importante dans la chaîne de valeur et il faut essayer d'analyser si elle est bien réalisée. Alors, bien sûr, ça dépend des entreprises. Hein. Il est clair que des entreprises très ingénieriques, pour le dire comme ça, vont être extrêmement préoccupées par tout ce qui est traitement de données. Hein, d'autres entreprises le sont beaucoup moins. Donc, il faut analyser, est-ce que cette chaîne de valeur, est-ce que ce début de chaîne de valeur apporte vraiment de la valeur à l'entreprise ou pas? Alors, ce n'est pas nécessairement très global à l'entreprise, ça peut être sur un projet. On peut analyser, c'est ce qu'on fait actuellement, en tout cas avec ces chaînes de valeur, on analyse un projet KM ou un type de projet de gestion de connaissances et on dit est-ce qu'on a un problème de données et de traitement de données et est-ce que ce problème de traitement de données, il est bien fait, il apporte de la valeur, c'est du standard, c'est compliqué, où est-ce qu'on pourrait gagner, etc., etc. Donc ça, c'est la première étape de notre chaîne de valeur de la connaissance, c'est transformer la réalité en données et ça peut poser un très grand nombre de problèmes. Ensuite, on va transformer ces données en informations. Alors, la définition de l'information pose problème. On en a tous une idée intuitive, mais en avoir une idée précise et formelle, c'est très difficile. Alors, dans un de mes cours, je vous ai donné une définition extrêmement précise de l'information, qui est la définition de Shannon, qui est en fait une entropie, enfin bon, pour ceux qui se rappellent ce module 2, c'est une définition mathématique de l'information. Ce n'est quand même pas la définition la plus courante et la plus admise dans la communauté humaine, on va dire. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup d'essais de définition de ce que c'était l'information. Et au bout de peut-être 10 ou 20 ans de réflexion philosophique, on est arrivé à ce qu'on appelle une définition un petit peu conceptuelle, consensuelle de l'information, qu'on appelle la GDI, General Definition
of information, vous voyez. Et ça, on peut dire que c'est le résultat de beaucoup de discussions philosophiques, scientifiques, techniques, etc., etc. Et donc, on va l'admettre comme une définition de l'information, même si cela peut paraître naïf. Je vous prie de croire que ça a amené beaucoup, beaucoup de débats. Alors d'abord, première chose, et c'est cohérent avec notre chaîne de valeur, l'information est faite de données. Donc l'information se bâtit à partir de données. C'est une transformation de données. Alors ces données sont bien formées. On parlait de traitement des données, hein, bien formées. Alors je vous signale que le mot information, la racine est une racine latine qui vient de informare. Informare, ça veut dire mettre en forme. Donc, information, ce sont des données qui sont mises en forme, informare, qui sont formées. Alors, ce qu'on rajoute à cette formation, enfin à ces données bien formées, c'est du sens. C'est-à-dire qu'une information, c'est un ensemble de données qui sont bien formées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien formées? C'est tout le problème du traitement des données, justement. Et qui prennent du sens. Ça veut dire qu'on est dans un système de production, de services, d'action. On est dans un système d'action et on a une certaine idée de la sémantique de ce système, de son sens, du sens. Alors je sais bien qu'on parle beaucoup de la perte de sens, mais globalement, quand on agit dans un système, on a une perception au moins intuitive du sens qu'a ce système. Eh bien, il faut que ces données soient compatibles avec ce sens, la sémantique du système, quoi. Donc, vous voyez, cette définition générale, elle est un peu naïve d'une certaine manière, mais elle est très profonde parce qu'elle pose des questions. D'abord, premièrement, acquérir les données pour créer de l'information. Ensuite, leur donner une forme. Qu'est-ce que ça veut dire donner une forme? Et puis, leur donner du sens. Et qu'est-ce que ça veut dire leur donner du sens? C'est tout le débat, hein. Donc, quand on crée une base de données, on va... on devrait dire une base d'information, hein. C'est pas ce qu'on appelle les bases de données. En fait, c'est des bases d'information, hein. Ce n'est pas un ensemble de données. On va structurer les données, on va les mettre sous une certaine forme, on va leur donner une structure qui leur donne du sens. Donc, on va donner comme définition, à partir de cette définition très générale et très consensuelle, dans la communauté mondiale, hein, on va dire que l'information, est un ensemble structuré de données, hein, et donc il y a une structure, et que les libellés, c'est-à-dire comment on va nommer le nommage de ces informations, sont compréhensibles par tous les acteurs, ou du moins les acteurs concernés du domaine auquel s'adresse l'information. Donc c'est une définition qui paraît simple, mais qui est lourde et très lourde de conséquences, et notamment qui a amené toutes ces méthodes de structuration de l'information, toutes les méthodes de conception de bases de données, enfin ce qu'on devrait appeler des bases d'information, et qui font que, on va voir les utilisateurs, on recueille le sens qui donne un certain nommage de données, etc., etc., et on essaye de mettre tout ça dans des structures de données, avec un certain sens métier. Donc, justement, transformer les données en information, hein, c'est conceptualiser des données, donc les coder dans un langage conceptuel, et l'idée de transformer ces données en information, c'est de structurer les données, hein. Donc c'est la structure qui va donner du sens et qui va donner des informations. Donc la gestion des informations, que tout informaticien c'est un peu ça, mais disons on va dire plutôt management de l'information, hein, elle a pour rôle de donner du sens aux données, d'aider les humains à prendre des décisions dans leurs tâches. Donc on va fournir des données qui sont structurées, qui ont du sens et qui permettent aux êtres humains de prendre des décisions.
Alors c'est important, on voit que si on se trompe, si on fournit des mauvaises informations ou des informations mal structurées ou des informations que les personnes à qui s'adressent ces informations n'ont pas la même structuration, la même compréhension, ça peut aboutir à des accidents, ça peut aboutir à des graves problèmes. On en connaît, il y a des comment dirais-je, des exemples célèbres où les données fournies étaient mal interprétées, donc n'étaient pas compatibles avec la sémantique du système des acteurs, et donc ça aboutit à un certain nombre de catastrophes. Donc, la gestion des informations est extrêmement importante. C'est de donner du sens aux données et de les fournir aux utilisateurs, aux humains, pour qu'ils prennent des décisions. Donc, il faut qu'elles soient compatibles avec leur sémantique à eux. Donc, ça assure de manière évidente la compréhension, ce qu'on peut appeler la fonction de compréhension. C'est-à-dire qu'on va apporter des concepts et du sens. C'est ça l'information. Alors, pour le mettre dans le schéma conceptuel de la chaîne d'information, on va dire que les informations, eh bien, c'est des données bien formées, et bien formées, c'est ce qu'on appelle des codes. Donc, des informations sont codées. Elles sont codées et elles fournissent des concepts, parce qu'il y a un processus de conceptualisation pour créer ces informations. Et ces informations sont conceptualisées, et comme l'objet est de fournir du sens, d'être compatible avec une sémantique d'un système, une structure sémantique, eh bien, on va structurer ces informations. Donc, l'information, c'est coder des signaux, on va dire, des données, fournir des concepts qui seront structurés, on va dire, en rapport avec une sémantique donnée, alors plus ou moins connue, plus ou moins explicitée. Mais en tout cas, il y a toujours une sémantique et un sens, et il faut y faire très attention, comme on l'a déjà dit. Donc, finalement, transformer des données en informations, c'est la deuxième passe de la chaîne de valeur. C'est gérer les informations dans les activités, fournir des informations aux gens pour qu'ils puissent prendre des décisions dans leurs activités. Pour que ce soit compatible, c'est avoir un référentiel commun d'interprétation de ces informations. Regardez autour de vous, quand vous fournissez une information, est-ce que tout le monde a le même référentiel d'interprétation? Est-ce que tout le monde comprend la même chose? Je n'en suis pas sûr. Et donc, ça peut effectivement poser des problèmes, et donc structurer les données. Donc, on peut, dans cette chaîne de valeur, on peut regarder le côté information, c'est-à-dire comment on gère les informations dans les activités. Est-ce qu'il y a un référentiel commun d'interprétation? Alors, tacite, explicite, est-ce qu'il y a une sémantique des informations? Alors, c'est vrai que souvent, dans le langage courant, on mélange données, informations, connaissances, mais là, ce qu'on essaye de faire, dans cette chaîne de valeur, c'est de donner des définitions précises qui permettent de travailler. Donc, est-ce qu'on a un référentiel commun? Est-ce qu'on structure bien les données qu'on reçoit, etc., etc. Donc, tout ça, dans cette chaîne de valeur, on peut l'auditer, c'est-à-dire savoir si on sait transformer les données en informations. Alors, encore une fois, ça va dépendre des organisations, des entreprises. Il y a des entreprises où la gestion de l'information est fondamentale, il y en a d'autres où ça l'est moins. Et ça peut être plus ou moins volumineux, plus ou moins important. Ça dépend de la gestion des informations dans les activités, si on a besoin de parler tous le même langage informationnel, si on a beaucoup de données, qu'on les structure, etc., etc. Donc chaque cas est particulier, mais on voit que cette chaîne de valeur fournit un moyen d'auditer un projet en fonction de données, d'informations. Et donc, on va arriver maintenant à la connaissance.
Donc je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé, puisque pendant tout ce cours-là, de la connaissance. Et on voit que c'est différent de l'information. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, qu'est-ce qui diffère entre l'information et la connaissance? Eh bien, c'est une sorte de compréhension globale, une contextualisation, ce qu'on appellerait une théorie. Ce n'est pas simplement des informations liées les unes aux autres, mais qui prennent une cohérence par rapport à un contexte. Et donc, on va appeler ça un modèle. C'est-à-dire qu'on a des informations. Ces informations, elles sont en général, vous le savez très bien, le overflow d'informations, il est courant dans nos entreprises. On en a énormément. Et qu'est-ce qui nous permet de les comprendre, de les contextualiser? Eh bien, c'est parce qu'on en a un modèle. C'est-à-dire que les relations, on est capable de les mettre, les informations, on est capable de les mettre en relation à travers un modèle qui va contextualiser toutes ces informations. Donc, alors vous vous souvenez de la théorie sémiotique. Une connaissance, c'est une information qui a du sens dans un contexte donné. Donc là, ce qui nous manque, c'est la contextualisation. Et donc, on va dire que la connaissance, c'est un ensemble structuré d'informations qui sont mises en relation dans un modèle. Alors ce modèle, c'est un modèle qui va contextualiser les informations et qui va permettre d'en avoir une appréhension globale. Alors ce modèle, il peut être explicite. Par exemple, lorsque j'ai un ensemble d'informations sur un processus de production dans une usine, eh bien, je vais les mettre justement dans le modèle du processus en disant telle information va être utile pour telle activité, telle information va être utile pour telle activité, etc., etc. Et donc, ce modèle, il est complètement explicité. Il doit même l'être dans les assurances qualité pour dire à quel moment je vais utiliser une information ou j'ai besoin d'une information donnée. Mais dans d'autres cas, bien sûr, ce modèle, il n'est pas explicite et souvent c'est implicite. Notamment, alors c'est le problème des experts qui interprètent des informations avec un modèle qu'ils ont dans la tête, mais qui n'ont pas explicité. C'est le problème de la connaissance tacite. Et vous savez que la connaissance tacite, c'est quand même une grosse partie de la connaissance à gérer dans l'entreprise. On parle de 80%, alors que tout ce qui est explicite, c'est que 20%. Donc, il est clair que beaucoup d'informations sont, disons, contextualisées ou interprétées ou appréhendées par des personnes qui ont des modèles implicites dans leur tête. Alors, quand ils ne partagent pas les mêmes modèles implicites, ça peut poser des problèmes d'action, d'interprétation et d'action des informations. Alors, ce qu'il faut dire aussi, ce qu'on dit souvent, alors il y a des définitions, je ne vous dis pas bien sûr que la connaissance, c'est un sujet qu'on travaille depuis que l'homme est l'homme. Le premier knowledge manager, je dis, c'est Platon. Et donc, on se pose la question sur la nature de la connaissance. Alors, il y a une définition philosophique de la connaissance qu'on appelle TJB, True Justified Belief, qui est une croyance. Une connaissance, c'est une croyance, mais qui est justifiée et qui est vraie. Bon. Donc, il est important aussi de voir que ce qui est important, que la connaissance, c'est des informations dans un modèle structuré, dans un modèle implicite ou explicite, mais il faut que ce modèle soit justifié. Parce que, bien sûr, prenons l'exemple d'un paranoïaque, il interprète toutes ces informations en fonction d'un modèle qui est le sien, tout le monde m'en veut, etc., etc., et tout est complètement cohérent dans sa vision. Par contre, le modèle n'est pas justifié par l'extérieur, par les faits. Donc, il est important, et bon, je ne dis pas qu'on est tous des paranoïaques dans l'entreprise, mais pas loin, parce qu'on a tous
envie de défendre nos opinions et par rapport à un modèle souvent implicite et qui n'est pas toujours justifié, en tout cas qu'on a du mal à justifier. Donc après, ça devient des guerres d'école ou des guerres de croyances. Et donc, il est important de donner ce mot-là en disant non seulement il y a des informations qui sont mises dans un modèle, implicite ou explicite, mais ce modèle est justifié. Alors justifié au sens qu'on voudra bien, hein, mais il faut au moins se poser la question, est-ce que le modèle sur lequel je réfléchis est justifié d'une manière ou d'une autre? Donc, transformer des informations en connaissances, c'est la construction de modèles. Alors c'est un processus qu'on va appeler de théorisation, c'est ce que j'appelais justification, c'est-à-dire que moi je vous dis, voilà mon interprétation de cet ensemble d'informations, voilà mon modèle et voilà ma justification. C'est ce qu'on appelle une théorie, hein, c'est une explication bien argumentée d'un aspect d'un système qu'on veut décrire. Alors, la posture, ce n'est pas une posture de structuration, ce n'est pas une posture d'observation, c'est une posture d'apprentissage, c'est-à-dire que je veux acquérir, j'acquiers des connaissances sur mon système lorsque je transforme des informations en connaissances. C'est-à-dire que je vais placer les informations dans un modèle que je vais justifier et là, je vais acquérir de la connaissance. Alors, on en a beaucoup parlé, c'est pour ça que je vous disais que ce module aurait pu être en introduction de mon cours plutôt qu'en conclusion, mais vous voyez bien que toutes ces choses-là dont on a beaucoup parlé correspondent à ces définitions. Alors donc, la gestion des connaissances va assurer cette fonction d'apprentissage, alors individuel et plutôt collectif même en général, hein, si on veut faire vraiment de la gestion des connaissances au niveau de l'entreprise. Et son rôle, c'est préserver, partager et créer des connaissances. Alors ça, je l'ai dit dans mon module d'introduction, justement, hein, capitaliser, partager, créer, préserver, capitaliser et créer des connaissances de l'entreprise ou de l'organisation sociale qui est à l'intérieur d'une entreprise comme un groupe, un réseau social, une communauté de pratique ou des choses comme ça. Donc, la gestion des connaissances, c'est son rôle. Ça assure une fonction d'apprentissage qui peut être individuel ou collectif. On espère aller vers l'apprentissage collectif, ce qu'on appelle le learning organization. Donc, on complète petit à petit, vous voyez, on complète notre chaîne de valeur, données, on sait ce que c'est que la gestion des données, et on a des éléments pour nous permettre d'analyser cette gestion de données et quelle valeur ajoutée elle apporte, de quelle manière c'est important dans l'entreprise. Ces données sont transformées en informations et donc on a aussi un certain nombre d'éléments qui nous permettent de nous dire est-ce que cette transformation, est-ce que l'information est importante, est-ce qu'on a, en termes de gestion de l'information, on est à un bon niveau, enfin on peut auditer notre gestion de l'information. Et maintenant, on passe donc à la connaissance, c'est-à-dire est-ce que toutes ces informations, on les met dans des modèles de compréhension, est-ce qu'ils sont justifiés, est-ce qu'ils sont crédibles, etc. Est-ce qu'ils sont explicites, implicites, est-ce qu'on a des argumentations pour ça, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on peut argumenter au sens positif, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on peut apporter des arguments qui justifient les modèles. Et du coup, est-ce que je suis dans une posture, lorsque je fais ça, je suis dans une posture d'apprentissage. Donc on voit que transformer des informations en connaissances, eh ben, c'est toutes les activités qu'on fait de modélisation au sens très large. Alors, effectivement, la modélisation, dans l'entreprise, tout le monde la pratique, hein, ne serait-ce que quand on écrit des processus, lorsqu'on écrit des schémas, des diagrammes, etc. Ce sont des modèles qui mettent en contexte les informations qu'on a.
Il y a aussi les modèles implicites. Alors ça, c'est un autre problème. Hein. Donc, auditer des modèles implicites, c'est difficile. Est-ce qu'on fait de la contextualisation, ne serait-ce qu'en regroupant les acteurs pour qu'ils partagent la même interprétation, le même modèle, le même contexte, etc. Est-ce qu'on fait de la classification? Par exemple, la classification, c'est une manière de structurer les informations et de les transformer en connaissances, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on a plein de manières de transformer des informations en connaissances. Et dans notre chaîne de valeur, si on veut analyser la valeur de cette transformation, il faut analyser ces activités de transformation d'informations en connaissances, modélisation, contextualisation, classification, etc., etc. Donc, on a fait un gros morceau ici, hein, puisque dans la chaîne de valeur, le DIK, hein, données, informations, connaissances, c'est ce qui est énormément traité dans l'entreprise avec les systèmes d'information, les systèmes d'acquisition de données, les systèmes de gestion de connaissances encore embryonnaires, mais qui existent. Donc, on a travaillé sur la transformation des données en information, sur la transformation de l'information en connaissances. Et on pourrait remarquer que là, on travaille sur des choses qui, on va dire, un peu en dehors de l'acteur. Hein, on n'a pas fait beaucoup intervenir les acteurs ici, puisqu'on a parlé, alors on a quand même parlé de modèles intuitifs ou tacites, hein, mais on a surtout travaillé sur des choses un peu extérieures à l'acteur, notamment tout ce qui est données et informations. On ne parle pas d'acteurs, on parle d'utilisateurs de l'information. Hein, et donc, toutes ces données, ces informations sont traitées dans d'immenses systèmes informatiques qui traitent des données ou des informations. La connaissance, comme on a pu le voir pendant tout le cours, c'est un peu entre les deux. Et ce qui va arriver à la suite de cette chaîne de connaissances, eh bien, c'est justement l'intégration de l'acteur en tant que personne connaissante et personne manipulant des données et des informations. On va faire intervenir l'acteur dans la chaîne de manière, à ce moment-là, fondamentale, dans la suite de la chaîne de valeur de cette connaissance. Donc ça va faire l'objet du prochain module.